Merci. Bon, déjà, je suis très heureuse d'être ici et je suis très honorée d'être si bien entourée, vraiment. Et donc, j'ai choisi pour ma part de retenir 2 œuvres qui prennent le parti d'entrer dans cette histoire non frontalement, mais par des portes dérobées. Il s'agit du Petit Chaperon Huff de Jean-Claude Grimbert et des Miettes et des étoiles de Thomas Duranteau. Ces 2 œuvres d'apparence éloignée, elles prennent le parti d'abolir le temps et l'espace, conférant à leur contenu une portée universelle, chacune à leur manière, bien sûr, et une certaine atemporalité. Sans pour autant désamorcer ni diluer, c'est important, l'horreur spécifique de la Shoah. Alors la première partie de ma prise de parole est donc consacrée au conte de Jean-Claude Grimbert. Avant toute chose, il me semble intéressant de m'arrêter sur le titre de l'ouvrage, Le Petit Chaperon Huff. Il est incontestable que Grimbert souhaite faire référence avec son ouvrage aux tribulations qu'ont endurées les Juifs durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce titre que l'on peut reconnaître dans le terme « Huff » le mot « juif », auquel on aurait ôté une lettre sur 2. D'ailleurs, Grimbert précise dans son avant-propos, je cite, « Hier ce furent les enfants Huff, ainsi que leurs parents et grands-parents qui durent fuir, se cacher, changer de nom et de papier, afin d'échapper aux griffes du loup. » La filiation entre les 2 termes semble donc établie, mais pourquoi alors ne pas avoir appelé son conte tout simplement Le Petit Chaperon Juif? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, la première hypothèse que je pense être la plus évidente, c'est la volonté d'indistinction. Si cette haine de l'homme contre son semblable qu'il s'obstine à considérer comme différent s'est appliquée aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, dont il est question, elle s'est appliquée à d'autres par le passé et s'appliquera malheureusement dans le futur à d'autres ou aux mêmes d'ailleurs. Grimbert en avertit le lecteur dès son avant-propos. Demain, si l'on y prend garde, les loups s'attaqueront peut-être aux enfants if ou nif ou niouf. Ce conte a donc une valeur universelle et une valeur d'édification autant que d'avertissement. La seconde hypothèse que j'avancerai est que la soustraction des lettres du terme juif, privée d'une lettre sur 2 pour devenir Huff, est significative. En effet, ces lettres manquantes, et pourtant présentes presque intuitivement à notre esprit, peuvent représenter ceux qui ont été broyés par l'entreprise d'extermination nazie, après laquelle n'est resté des Juifs d'Europe de sa culture, qu'un peuple amputé d'une grande partie de sa culture et de plus de la moitié de ses membres, à l'image du mot Huff amputé de 2 lettres sur 4. En ce sens, le terme Huff serait une sorte de mot fantomatique, un emblème, à la fois un rappel incessant de ce qui fut perdu, mais dans le même mouvement, une démonstration forte de la résilience de ceux que l'on n'a pas pu totalement détruire. À ce titre, dès le titre, nous percevons tout l'intérêt de l'entreprise de Grimbert. J'aurai l'occasion de commenter le choix du conte comme réceptacle de cette histoire traumatique tout au long de ma prise de parole, mais je commencerai par dire avec Bruno Bettelheim, que je vais citer, que contrairement à ce qui se passe dans la plupart des histoires modernes pour enfants, le mal, dans les contes de fées, est aussi répandu que la vertu. Et avec un thème tel que la Shoah, le mal tiendra bien entendu une place prépondérante dans le récit qui nous intéresse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de présenter les personnages principaux, qui, à l'instar du conte grimmien, demeurent le loup et le petit chaperon. Dans cette revisite du conte, Grimbert prend soin de nous préciser d'emblée, dès la première didascalie, que Wolf, l'alter ego du loup, n'est autre qu'un loup déguisé en garde municipale. Ainsi, la véritable nature de Wolf, bien qu'il ait toute l'apparence d'un agent, est bien celle du loup, du prédateur. Assez naturellement, l'idée que l'homme est un loup pour l'homme et qu'une bête qu'il s'agit de dompter sommeille en chacun de nous surgit. Wolf a donc délaissé son humanité, au sens noble du terme, au profit de la bestialité qu'il cache néanmoins sous un masque de respectabilité. Concernant le petit chaperon, fidèle à la nécessité pour l'enfant de se projeter dans un personnage, il n'est qu'esquissé par Grimbert dans cette formule lapidaire « Paré le petit chaperon, vêtu de rouge, qui s'adresse au public ». Tout enfant peut alors s'identifier au personnage dont la caractéristique principale est d'être petit, d'être un enfant donc, et de porter le fameux chaperon rouge. Concernant le schéma narratif, il est partiellement conforme au modèle originel. La maman du chaperon rouge reste le mandateur qui confie la quête d'apporter les victuailles à la grand-mère, à cette héroïne qui est le chaperon rouge. L'héroïne rencontre l'agresseur Wolf qui tente de mettre à mal sa quête. Cependant, et nous reviendrons plus tard si vous me le permettez sur le caractère avorté du conte, tous ces éléments prennent une coloration particulière car l'élément perturbateur de la rencontre avec le loup prend la forme d'un interrogatoire de police. Il n'est plus question de séduire le petit chaperon rouge ni de l'éloigner du droit chemin, mais bien de vérifier son identité en vue de restreindre ses libertés dans un premier temps. La coercition s'exerce très rapidement dans l'échange entre Wolf et le chaperon. Après les salutations minimales, il exige documents, papier, papier, laissez-passer, Ausweis, permis, séjour 4, immatriculation, passeport, carte grise, verte, bleue, exécution. L'absence totale de ponctuation et le caractère fantaisiste de la liste précitée soulignent, non sans humour, l'absurdité de ce que cet agent réclame d'une simple enfant qui se balade dans la forêt, qui ne représente aucun danger pour la société et que l'on traite néanmoins comme une dangereuse suspecte.
Mais au-delà de l'humour, cela met en exergue la dangerosité de citoyens qui ne perçoivent plus l'absurdité de la situation tant ils sont aveuglés par la haine qui fait de cette simple petite fille une ennemie d'État à leurs yeux. Comme le précise Raoul Hilberg dans son ouvrage La destruction des Juifs d'Europe, l'un des principaux moyens dont dispose le criminel pour se donner bonne conscience est de couvrir sa victime d'un manteau d'infamie, de la représenter comme une chose qui doit être détruite. Grimbert insiste également sur le caractère soudain de ce changement d'attitude envers le petit chaperon qui, selon son propre aveu, passe ici tous les jours sans qu'on lui demande jamais rien. La loi l'exige désormais, et lorsque le chaperon demande de quand date cette loi, Wolf répond ce matin. Nous avons donc affaire à un officier zélé qui adhère totalement aux lois restrictives qui s'appliquent désormais aux UF et aux OUF, qui sont l'alter ego des tziganes certainement. Lois qui lui permettent de poursuivre en toute quiétude son interrogatoire injustifié en lui conférant en plus une légitimité. En vérifiant les papiers du chaperon, Wolf constate qu'elle est UF. La petite fille ignore totalement ce qu'est être UF. En fait, Wolf aussi, puisqu'il se contente de dire UF c'est UF. S'il ne sait pas vraiment ce qu'est un UF, il sait en revanche ce que cela implique et toute une liste d'interdictions surgit. Interdictions qui émanent du code UF, qui nous rappelant immanquablement les lois de Nuremberg, par son appellation fait aussi référence au code noir, comme pour signifier une fois de plus que si l'horreur de la conduite humaine reste la même, les cibles sont mouvantes. Voici les interdictions citées par Grimbert dans son œuvre. œuf interdit UF, sucre réservé non UF, beurre interdit UF, ce qui permet au loup de manger la petite galette et le petit pot de beurre en toute impunité. UF interdit travail, il dit comme ça en fait que les parents du petit chaperon ne peuvent plus travailler. Par là interdit UF, il interdit donc au petit chaperon de passer par là le chemin le plus court et ça lui permet d'arriver avant lui chez la mère grand. Ensuite, café tabac interdit UF, en fait la mère grand se cache dans le café tabac, on va en reparler. Et donc, il souligne qu'elle n'a pas le droit de s'y cacher. Monnaie interdit, réservée non UF. Donc là, on souligne aussi la spoliation d'État, mais aussi la spoliation personnelle, puisque l'agent se permet de voler l'argent du petit chaperon. Enfin, pour ne citer que ces interdictions, la chanson « J'ai du bon tabac autorisé, mais tabac interdit UF ». Grimbert souligne ici avec humour l'absurdité de toutes ces règles, auxquelles s'ajoutent des préjugés. Wolf se bouche le nez car les UF sentent mauvais, UF sale très toujours, dit-il. Il considère également les UF comme des personnes qui ont des choses à cacher. Qu'est-ce que Wolf voit dissimuler sous son capuchon, dissimuler dans Petit Panier Osier, vérifie si Petite UF n'a pas caché Or Saphir Diamant, qui joue à la fois sur la dissimulation et sur le fantasme des richesses présumées du peuple UF. UF toujours caché Or Saphir Diamant partout, conclut-il. UF toujours débrouillard, trafic, tralala, tout ça. UF intelligent, tous traîtrés. UF doué pour musique, UF musicien. Cette liste de préjugés dresse un portrait figé et stéréotypé de tout un peuple, et ce fut là une volonté des nazis que de figer dans une image la multiplicité des personnes composant la judéité. Raoul Hilberg nous éclaire sur ce mécanisme lorsqu'il déclare « Quelles que soient leurs origines ou leur finalité spécifique, les stéréotypes sur les juifs ont toujours la même fonction, qui est de fournir une justification à la volonté de destruction, une excuse à l'action destructrice. » Voilà donc une bonne justification pour les méfaits que prépare Wolf. Le caractère incompréhensible de ces préjugés et de ces interdictions, de cette haine finalement, est très bien traduit par la langue approximative, agrammaticale et dépourvue de ponctuation dont Grimbert a choisi d'affubler son personnage de Wolf. Vous l'avez certainement entendu dans les citations que j'ai données. Le manque d'élaboration de cette langue est révélatrice du caractère irrationnel de cette haine menée à son terme, du caractère incompréhensible pour toute personne normalement constituée, des règles ségrégationnistes appliquées d'un jour à l'autre d'un homme sur son semblable. D'ailleurs, le tabatier, qui cache la mère grand, nous indique cela lorsqu'il réagit sainement tant sur le fond et sur la forme du discours de Wolf, en s'étonnant « Mais quelle langue vous me causez au juste ?» Bien qu'incompréhensibles, ces interdictions prennent racine, s'appliquent et s'imposent de manière inexplicable. D'ailleurs, la plus emblématique des interdictions qui touchent notre petit chaperon et que j'ai volontairement gardé sous silence jusqu'ici, reste que le chaperon se voit privé du rouge qui le caractérise, car, je cite, « Rouge interdit UF, UF doit porter capuchon jaune parce que jaune couleur UF, rouge réservé non UF. » Cette interdiction a une réelle portée symbolique. La seule chose que l'on sache de la petite fille, c'est qu'elle porte un chaperon rouge. Son identité, pour le lecteur, se résume à ça. C'est l'essence même du personnage qui lui est retirée. Toute la force de l'approche de Grimbert est de rendre le caractère inadmissible de ce qui arrive au chaperon tangible pour les enfants. Ces derniers s'insurgent naturellement contre l'idée qu'on puisse ôter à l'héroïne ce qui fait sa personnalité, c'est-à-dire son chaperon rouge. En faisant ce choix, Grimbert souligne l'entreprise de dépersonnalisation des nazis et de ceux que son personnage Wolf représente plus généralement, c'est-à-dire ceux qui souhaitent annihiler totalement, corps et âme, ceux qui sont différents d'eux. Outre cela, la couleur réservée au UF, le jaune, ne peut que nous rappeler celle de l'étoile que les juifs furent obligés de porter sous l'ère nazie, mais cela va encore plus loin. Et c'est ici que s'initie le caractère atemporel du conte.
Ce chaperon jaune peut évoquer une mesure prise en France au Moyen-Âge dans le comtat venessin, en particulier à Avignon, l'enclave des papes, où Clément VII impose aux Juifs d'Avignon et du comtat en 1524 le port du chapeau jaune en permanence. Chapeau jaune qui nous fait immanquablement penser au chaperon jaune. Dès lors, le conte volontairement indistinct dans sa temporalité devient le lieu d'empilement de la haine cyclique qui s'attaque aux Juifs depuis des siècles. Et c'est finalement avec cette idée que nous allons relancer notre questionnement du choix du conte comme réceptacle de cette histoire. Pour comprendre ce choix, il nous faut revenir à l'intrigue qui se poursuit. Grimbert transpose le jeu de piste pour trouver la maison de la mère Grand en un cache-cache mortel. La grand-mère ne vit pas paisiblement dans une maison, elle se cache, et l'objectif pour Wolf est de découvrir où. Comme le chaperon refuse de lui donner cette information, le loup prétexte l'envie de jouer à faire la course et se fait tour à tour mielleux, charmeur, n'hésitant pas à s'apitoyer sur son sort pour manipuler la petite fille qui finit par céder et lui dire que sa mère Grand se cache dans le café-tabac. Le conte glisse de plus en plus vers la réalité quand le tabatier qui cache la mère Grand est menacé par Wolf d'être assimilé à un UF. Et lorsqu'alors qu'il téléphone à la brigade anti-UF, Wolf ordonne de venir rafler la mère Grand, le chaperon et le tabatier, car lui pas UF, lui pire, lui caché vieille UF. Il ordonne d'aller rafler les parents du petit chaperon, dont il a préalablement relevé l'adresse grâce au papier de la petite fille. De plus, le choix du conte spécifique du petit chaperon rouge prend tout son sens lorsqu'on réfléchit au fait qu'il s'agisse d'un conte ayant pour thème un meurtre intergénérationnel. La grand-mère et le petit chaperon étant dévorés dans le conte originel. Ce qui fait forcément écho dans ce contexte aux générations d'une même famille anéanties parfois simultanément par l'horreur nazie. Face à la terrible tournure que prend le conte, Grimbert brise le 4e mur et le petit chaperon se révolte en disant « Je veux plus jouer, je ne veux plus être le petit capuchon UF ou jaune, je veux être dans la vraie histoire ». La réponse glaçante de Wolf, « Tu es dans la vraie histoire », met en exergue le basculement du conte vers la réalité. Le petit chaperon demande la vraie histoire, celle du petit chaperon rouge, la jolie histoire. Et Wolf se met à raconter, dans ses grandes lignes, le conte, mais en s'arrêtant au moment où le loup a dévoré la mère Grand et la petite fille. Le chaperon évoque alors les gentils messieurs qui sont venus secourir les héroïnes du conte. Et là encore, formule lapidaire et glaçante de l'acteur jouant Wolf, mais quels gentils messieurs, qui fait directement référence à l'indifférence et l'absence quasi totale de secours qui furent emblématiques du tragique destin des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré les tentatives du chaperon de donner une fin heureuse au conte, Wolf reste imperturbable. Je ne crois pas que ce soit ça la véritable histoire, lâche-t-il. Le policier arrive prêt à jouer son rôle, mais Wolf l'avertit. Pas la peine de te fatiguer, mon pote, on joue plus, la pièce est finie. La fin réelle est esquissée en négatif par l'acteur qui s'étonne. On voit pas comment on les embarque alors, ni comment on va chercher papa et maman UF avec la grande auto, on fait pas entrer la grosse voiture de police, on met pas les barbelés partout. Et la pièce... Pardon, je vais y arriver. Et la pièce se termine par un air de musique UF gay, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop triste. Cette fin avortée est intéressante, tout d'abord parce que la véritable histoire est tellement horrible qu'elle indigne l'héroïne même du conte qui refuse d'y prendre part. C'est un peu, en quelque sorte, la fiction qui s'indigne contre un abus de la réalité qu'elle n'aurait jamais osé tenter. Mais si on en croit Bethlehem, le but du conte de fées est de parler à l'inconscient de l'enfant, de donner corps à ses angoisses et les soulager sans que l'enfant ne s'en rende compte. Son objectif, au-delà de la présentation à l'enfant des difficultés de la vie humaine, est de faire comprendre par l'exemple qu'il existe des solutions momentanées ou permanentes aux difficultés psychologiques les plus pressantes. Or, si Grimbert choisit le conte pour montrer aux enfants l'horreur de la conduite humaine, les préparer à cette haine incompréhensible, il n'en décide pas moins de faire avorter son récit. Cela représente peut-être tout d'abord sa volonté de, je cite, « tout dire aux enfants, mais de leur donner malgré tout envie de vivre, de ne pas les écraser sous le poids de nos malheurs et de notre histoire ». Mais le fait que le conte soit avorté exprime également peut-être le fait qu'aucune solution n'a pu être trouvée au problème de l'antisémitisme et de la xénophobie. S'il laisse son conte en suspens, c'est peut-être aussi pour suggérer que c'est là une histoire qui malheureusement n'est pas finie et qui, comme l'histoire l'a démontré, est vouée à se répéter sans cesse. Il est maintenant temps d'évoquer Des miettes et des étoiles de Thomas Duranto. Il s'agit d'un ouvrage atypique, à la fois poétique, onirique et historique, qui est davantage destiné à un public adolescent. C'est un livre-objet au premier abord insaisissable et pourtant saisissant. Thomas Duranto a pris le parti de nous livrer à la fois le récit de son voyage en tant que professeur d'histoire vers les camps d'Auschwitz, Birkenau, Majdanek et Treblinka, mais également un récit parallèle, celui de l'histoire des personnes qui étaient dans ces camps alors en fonctionnement. Son trajet en train, tout comme ses déambulations, nous font basculer tantôt dans le temps présent, tantôt à l'époque de la Shoah. Par souci de clarté, je vais essayer de dévoiler la construction particulière de cet ouvrage. Ce dévoilement sera également une trahison, car en classant les différents éléments enchevêtrés par l'auteur dans son œuvre, je détruis la volonté de diffractation de l'auteur qui envisage selon moi son œuvre comme une vision multiple et prismatique de la Shoah.
Si l'on devait donc classer les différents éléments constitutifs de l'œuvre, il y aurait dans un premier temps le carnet de voyage à proprement parler de Thomas Duranto. Ses textes réflexifs sur le voyage qu'il entreprend, son but, son sens, des textes également très poétiques, des bribes, des pensées au fil de ses déambulations. S'ajoute à ce carnet de voyage un récit parallèle, visuel, qui est celui que l'auteur trace avec ses crayons. Des dessins, des photos, des collages surgissent tout au long du carnet pour former une deuxième voie. De plus, la troisième composante de cet ouvrage est la présence de 3 petites bandes dessinées incorporées à l'œuvre. L'une suit le quotidien d'un bourreau, l'autre, très poétique, redonne une existence à un être oublié dénommé Cendre, que l'écrivain devenu personnage réhabilite en lui redonnant un visage. Enfin, la troisième décrit un instant saisi à Majdanek où un vieil homme nourrissant des pigeons jette des miettes alors qu'une petite fille fait tomber des jonquilles au sol, des miettes et des étoiles qui inspireront l'auteur pour le titre de son œuvre. L'avant-dernière composante est la convocation d'autres voix. Thomas Duranto prend le parti d'inclure au fil de son récit et au même titre que sa prise de parole des citations, des surgissements de voix qui viennent s'exprimer tout au long de son œuvre et se lier de façon atemporelle à sa propre réflexion. 15 artistes et témoins sont ainsi convoqués par citation dans l'œuvre. Je citerai à titre d'exemple Georges Semprin, Primo Levi, Simone Weil, Charlotte Delbo ou encore André Schwarzbart. L'objectif que l'on peut déduire de cela est une volonté d'abolition du temps et de l'espace. Ces voix fantomatiques surgissent et se lient à la voix présente de l'auteur. Le va-et-vient entre le présent et le passé en est renforcé, comme pour souligner que la Shoah demeure un événement suspendu dans le temps, car impensable et insolutionnable, un passé qui ne passe pas. Mais c'est également un moyen de multiplier les points de vue, comme au travers d'un kaléidoscope. En faisant résonner les voix des témoins dans son ouvrage et en les liant à celles d'auteurs, de penseurs et à la sienne, il propose donc, miette après miette, de tenter de reconstituer une image réaliste et nécessairement plurielle de ce que fut ce meurtre 6 millions de fois recommencé. Enfin, notons rapidement la présence d'un dernier élément volontairement mis à part à la fin de l'œuvre, que sont les notes documentaires et historiques, qui survolent et expliquent la Shoah de façon à la fois précise et accessible pour éduquer et informer les plus jeunes lecteurs, peut-être ignorants de ce que fut la destruction des Juifs d'Europe. Ces éléments, le carnet de voyage, le carnet visuel, les bandes dessinées et les citations s'entremêlent comme autant de touches apposées par un peintre impressionniste pour former une image saisissante de ce que nous ne pouvons qu'entrevoir, c'est-à-dire la Shoah. De même que la peinture impressionniste, la distance permet de donner l'illusion d'une homogénéité et une illusion de compréhension du motif représenté. Mais lorsque l'on s'approche, l'on perçoit néanmoins les vides entre les touches de peinture et une absence prégnante dans le récit, qui traduit cette aporie si bien mise en mots par Claude Lanzmann, cité par l'auteur dans son avant-propos. Indissolublement, si vous allez à Auschwitz sans rien savoir sur Auschwitz et sur l'histoire de ce camp, vous ne voyez rien. De même, si vous savez sans y avoir été, vous ne comprenez pas non plus. Des miettes et des étoiles est donc un ouvrage très riche et le temps limité qui m'est imparti m'enjoint à faire des choix. Je me fixerai donc uniquement sur le carnet de voyage et me permettrai de temps en temps de faire référence à des surgissements visuels choisis. Le carnet de voyage se divise en 5 parties correspondant aux 5 étapes du voyage mémoriel de Thomas Duranto. Elle retrace respectivement le voyage vers la Pologne, puis les visites des camps d'Auschwitz, Birkenau, Treblinka et Majdanek. Ce que nous propose Thomas Duranto, c'est un voyage dans un passé brutal, mais également un voyage intérieur. Surtout, c'est une quête de ceux que l'on a essayé d'effacer de la surface de la Terre. Ainsi, Thomas Duranto nous livre tout d'abord ses réflexions introspectives sur le sens de son voyage, sur l'ironie du fait que celui-ci commence en train, et sur la comparaison entre son voyage consenti, confortable, et celui subi dans des wagons à bestiaux vers Auschwitz par les victimes du nazisme. Il trace ainsi une ligne spatio-temporelle, un lien entre passé et présent, entre les faits et ce voyage qui a pour but de les mettre en exergue, de les contextualiser en allant sur les lieux du massacre. Peu à peu, l'auteur ne voyage plus seul, il est accompagné par la présence fantomatique de ceux qui furent exterminés. Ainsi, alors en partance pour la Pologne, dans son avion, Duranto se confie, il déclare « Je ne parviens pas à chasser l'image d'ombres qui s'envolent en même temps que moi, des ombres longues et fluettes qui s'engouffrent dans mes silences, des ombres qui reconnaissent mes traits et qui parfois même me tiennent par la main. » Il poursuit en évoquant ces wagons pleins à craquer de ces gens oubliés qui ne cessent de circuler dans le ciel. Outre l'idée d'une histoire qui n'est pas réglée et qui ne cesse de se rejouer dans une dimension fantomatique, cette métaphore évoque l'idée du Gilgul, ce voyage des âmes à travers le temps, la migration d'âmes propre à la tradition kabbalistique, et en tissant autour de cette idée, comment ne pas penser à ces âmes que sont les hibour, ces âmes qui cherchent à s'incarner, devenues des dibouk dans la tradition yiddish postérieure. Le terme hibour mérite qu'on s'y attarde. Il veut dire imprégnation, et selon les explications que m'a apportées Delphine Orviller lors de notre rencontre, ils sont comparables à, je cite, des fœtus que l'on porterait en soi, quelque chose qui nous remplit et qui n'est pas nous, enfin quelque chose qui vit en nous et qui nous hante. Comment ne pas reconnaître dans ce concept de hibour lorsque l'auteur déclare pour expliquer sa quête ? Depuis l'enfance, quelque chose me rattache à tout cela, des enfants morts que l'on porte sur notre dos, qui s'assoient dans le noir contre nous et qu'on ne peut pas rassurer de nos silences insistants. Métaphoriquement, qu'est-ce qu'un hibour ? Si ce n'est un souvenir ineffaçable qui nous hante, car les véritables fantômes sont bien les souvenirs.
Et c'est sans doute là le sens de ce cortège fantomatique qui accompagne Duranto tout au long de son voyage. Les fantômes évoqués plus haut peuvent également être les représentants d'une absence si criante qu'elle envahit tout l'espace et devient prégnante. Une absence qui hante les lieux, qui l'ont provoquée. Cette idée se retrouve via la personnification des lieux, qui s'égrène tout au long du carnet de voyage. Tout d'abord la présence de ceux qui ne sont plus et qui semblent hanter les murs encore debout des camps. Les murs semblent se retourner sur mon passage sans que je sache vraiment s'ils nous observent avec peur ou s'ils recherchent de la famille dans nos visages. Mais également la présence fantomatique des bourreaux. Nous avançons entre les blocs qui se partagent de part et d'autre et encadrent notre marche comme deux rangées au garde à vous. Enfin, la marque indélébile des machines de mort, de maltraitance et de sévices qui appesantissent l'air. Les cheminées ont été détruites, bras longs qui nourrissaient le ciel ogre de ces corps trop cuits. Ou encore, il fallait jeter tous les jours dans la gueule des fours des corps de jeunes hommes et de jeunes filles, nourrir jusqu'au vomi l'estomac insatiable des crématoires. Toutes ces personnifications visent à rappeler l'histoire chargée de ces lieux de destruction de l'humanité qui, pour le néophyte, ne pourraient représenter que les vestiges d'une construction humaine laissée à l'abandon. Au-delà de ces vestiges fantomatiques, Thomas Duranto, tout au long de son périple, va tenter de redonner une existence à ceux qui furent exterminés sans laisser de traces. Et c'est grâce aux traces ténues, preuve de leur passage dans les camps, qu'il va tenter de leur redonner visage humain. C'est via une évocation d'une suite de synecdoques qu'il va tenter de former par juxtaposition l'être disparu, impossible à reconstituer. Ces traces ténues, de ce qu'il reste d'eux, sont peut-être finalement ce que l'auteur entend par miettes d'étoiles, morceaux de ce peuple ayant pour symbole l'étoile de David. Ainsi, c'est d'abord par une série de photos d'archives qu'il va redonner la preuve d'existence de ces fantômes qui l'accompagnent, ces personnes bien réelles qui vécurent et furent assassinées, comme l'atteste l'évocation des photos de la vie d'avant les camps qui recouvrent les murs de Majdanek. Puis les photos de perte d'identité, comme Duranto les appelle, prises au camp à partir desquelles il tente de retracer une humanité. En effet, il établit un parallèle possible entre le prénom et l'expression faciale d'un des internés, qui esquisse un léger sourire. Il y a parfois des résistances qui tiennent dans le mouvement anodin d'un des muscles de la peau. Héliodore se dit peut-être que son nom d'origine grecque, don du soleil, doit continuer d'être bien porté dans ce lieu de nuit et brouillard. Moyen ici de reconnaître l'humanité, de redonner une identité à ces personnes qu'un système s'est acharné à réifier. Enfin viennent les photos volées, seules photos qui aient pu être prises dans les camps par les détenus et qui furent cachées. Photos qui attestent du destin funeste de ceux qui avaient une vie, qui ont tenté de résister à leur façon et qui, pour l'immense majorité, ont été détruits. Le jeune lecteur peut donc mettre des visages sur ce dont il est question, ce qui permettra de le toucher davantage lorsqu'il connaîtra leur sort fatal, rappelant ainsi que ce sont avant tout des êtres humains qui ont été massacrés. À partir de là, une évocation par induction se met en place grâce aux métonymies. Les masses de cheveux, les tas de chaussures, les valises délaissées et éternellement vides, les boîtes de zyclombées et abandonnées, symboles de la destruction préméditée, sont autant de miettes que nous suivons, tel le petit poussé, sur le chemin qui mène à la connaissance de l'événement. Chemin qui débouche sur la dernière synecdoque. Certes, l'homme a tué l'homme en ces lieux, mais l'homme a tué avant tout son prochain, sous prétexte qu'il était juif, comme l'atteste le monticule de Talit, ces châles de prière qui, par leur seule présence, suggèrent le peuple qui fut décimé. Thomas Duranto cherche donc à nous guider de la généralité, le meurtre de l'homme par l'homme, vers la spécificité de la Shoah, le meurtre de l'homme parce que juif. Cette traversée s'organise comme un jeu de pistes, et les objets résiduels, si ténus soient-ils, poussent un cri à notre attention. Alors que les camps ont été partiellement détruits et les preuves annihilées, c'est à Majdanek, lieu préservé, où même les cendres des victimes sont placées sous un dôme protecteur, que l'auteur se permet d'entrer dans le vif du sujet et de ne plus rien cacher de l'horreur historique des faits qui se sont déroulés en ces lieux, du gazage à la crémation. Citant cet exemple, le nombre de fours étant limité, il fallait gagner de l'espace à l'intérieur. On coupait donc les bras à la hache pour pouvoir loger jusqu'à 4 corps ensemble dans un four. Duranto souhaite interpeller ses lecteurs par l'horreur des faits. La progression qui mène à ce moment paroxystique permet de mieux le gérer. Surtout, les victimes ont été placées au centre, elles ont été évoquées en tant que personnes avec un passé, un visage, une pensée par le biais des citations et des photos. Elles ont surtout été évoquées avant leur supplice qui n'est donc pas venu les masquer. Leur terrible sort est donc remis en perspective et est d'autant plus inacceptable de ce fait. C'est donc là l'idée de Thomas Duranto, de lier texte historique, vision, sensation artistique, témoignage. Elle prend tout son intérêt, elle permet d'entrer dans cet événement de façon sensorielle, intellectuelle et à échelle humaine. En conclusion, bien que je ne dispose pas du temps nécessaire pour analyser l'usage de nombreux mythes et contes que l'auteur convoque pour éclairer son voyage, je souhaitais évoquer un mythe qui, n'étant pas cité, semble néanmoins sous-tendre toute la quête de Thomas Duranto avec son ouvrage, le mythe d'Orphée. Comme Orphée, Thomas Duranto se lance dans la traversée non des enfers, mais des vestiges d'un enfer bien humain. Et comme Orphée, son objectif est de ramener à la vie d'une certaine manière ceux qui trouvèrent la mort en ces lieux. C'est même, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Anacrol, une quête de preuves d'existence, de traces de ceux qui furent engloutis, afin de leur donner forme humaine. Et comme Orphée, lorsqu'il croit tenir ces fantômes ramenés à la vie par le travail de mémoire et d'histoire qu'il a entrepris, c'est au moment où il se retourne, soulagé, pour les contempler, qu'ils disparaissent, évanescents, insaisissables.
Néanmoins, comme Orphée avec le souvenir chéri d'Eurydice, ces fantômes ne le quittent pas vraiment. Au contraire, cette trace s'imprime en lui de manière indélébile, il en est le dépositaire, et c'est à lui qu'il incombe désormais d'exprimer, c'est-à-dire littéralement de pousser vers l'extérieur, cette mémoire, ce souvenir, pour les ramener à la vie, pour conserver une trace artistique de ceux qu'on a tenté d'effacer de la surface de la Terre, et ainsi redonner une dignité à toutes ces personnes niées par l'entreprise nazie, par la haine inhumaine d'une humanité à jamais souillée. C'est ainsi que l'œuvre de Duranto se termine sur les mots guérison et poésie, qui s'appliquent de manière orphique à sa traversée.